Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je reçois Jean-Pierre qui est un abonné de la chaîne YouTube et qui est membre aussi de l'association Evolution. Cet été il a réalisé un beau projet qu'il a déjà complété maintes fois parce qu'il l'a déjà fait deux ou trois fois. Et puis il va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, un petit peu comment il s'est entraîné et tutti quanti. On commence? C'est parti. Allez, c'est parti, on commence. Donc Jean-Pierre. Bonjour à tous. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui parce que tu as fait un gros projet là cet été, puis tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. D'accord. Juste pour que nos abonnés, la communauté sache un petit peu qui tu es, donc tu t'appelles Jean-Pierre. Et puis, où c'est que tu habites? J'habite à Régnier, à quelques kilomètres d'ici. Voilà, donc en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Est-ce que tu bosses encore? Non. Tu es retraité? Oui, retraité. Est-ce qu'on ose te demander ton âge? Bien sûr, 75 ans au mois d'août. 75 ans, 75 ans, regardez-moi ce jeune homme, c'est incroyable. Et puis, qu'est-ce que tu pratiques comme sport? Principalement de la randonnée pédestre, et puis pas mal surtout cette saison, de peau de phoque. D'accord, du ski de randonnée. Ski de randonnée, voilà. D'accord, parfait. Écoute, on va aller directement dans le vif du sujet. Quel a été ton objectif cet été que tu as réalisé? C'est-à-dire que j'ai accompagné mon gendre, je suis devenu binôme de mon gendre qui avait ce projet depuis 2 ans d'aller au Mont Blanc pour fêter ses 50 ans au Mont Blanc. Et puis voilà, le Covid a fait que ça a tout déplacé pour le faire cette année finalement. Parfait. Donc là, vous étiez 2 cordées. 2 cordées. Donc un guide par cordée. Un guide par cordée parce que mon gendre était avec son meilleur copain et son fils sur une cordée et puis moi j'étais donc... avec un autre guide. Avec un autre guide. D'accord, voilà. Parfait. Comment tu t'es préparé un petit peu pour ce Mont Blanc? Je me suis préparé la semaine dernière, cette équipe... Attends, ne me dis pas que tu as fait une semaine de préparation, hein? J'ai rien fait, non. Non, bah, comme d'habitude, il n'a rien fait, JP. Non, parce que j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'étais à la Baule pendant une semaine, donc... Toujours pareil, toujours pareil. Il est en Bretagne, il revient, il fait un Mont Blanc. Donc... Ouais, bon, les coïncidences. Il faut dire une chose. Alors, tu t'es pas préparé la semaine dernière, ça c'est clair. Non, mais par contre, en amont, tu as fait quand même une préparation cet hiver. Oui, j'ai pas mal randonné cet hiver, des 900 mètres. Voilà. En ski de rando? En ski de rando principalement, oui. Tu as fait aussi un entraînement, parce que ça je l'ai su, tu as été au Maroc. Oui, on a fait... Qu'est-ce que tu as fait au Maroc? Dans le Haut Atlas, on a fait une semaine pour aboutir au Toubkal. D'accord. Un 4060 à peu près. Parfait. Et j'ai fait, à la fin de la saison, toujours avec mon gendre, c'était un projet qui me tenait à cœur, on est allé au Grand Paradis. Exact, Grand Paradis. On avait Grand Paradis qui est chez nos voisins à Val d'Autun, dans le Val d'Aoste. Très beau sommet d'ailleurs. Très beau sommet, où on n'est pas pu arriver jusqu'au sommet et caresser la Vierge, parce qu'il y avait du monde, il y a un circuit qu'il faut faire, et c'était bloqué là-haut. On s'est arrêté 40 mètres avant. Ouais, c'est toujours un petit peu la même chose là-bas. Il y a un bout de rocher qui est posé sur ce Grand Paradis. C'est vraiment le sommet, c'est les 60 derniers mètres. Tout en rocher, puis il y a un passage un petit peu technique pour revenir. Donc ça pose, c'est la difficulté de la course et ça bouchonne. Je voulais te demander comment t'es venu en fait l'idée de faire cette ascension du Mont Blanc. Tu nous as expliqué qu'en fait c'était accompagner ton gendre, mais c'était quelque chose de spécial. C'était ses 50 ans, c'est ça? C'était les 50 ans à lui. Ah oui, les 50 ans de ton gendre. Donc pour fêter ça. Ouais. Et il m'a demandé si j'étais dispo parce que je suppose qu'un copain ne pouvait pas l'accompagner. Enfin, je n'ai pas les détails précis. D'accord, ok. Cette année, tu as pris un guide? J'ai pris un guide, c'est-à-dire que j'ai principalement accompagné mon gendre. D'accord, ok. Et voilà, j'aurais préféré le faire avec Siméon, mais c'était au départ l'objectif. J'étais pas dispo. Tombait en même temps. J'étais pas dispo. Puis normalement, on aurait dû se croiser au sommet. On aurait dû se croiser au sommet, mais bon, là, cette année, c'était un peu spécial. Je suis pas monté. Voilà. Mais bon, vous savez tout. Hein. JP, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton ascension? Comment ça s'est passé?
Allez, tu l'as fait en 2 jours, c'est ça? On l'a fait en 2 jours. Allez, explique-nous un petit peu, on voudrait savoir comment ça s'est passé. Donc on avait rendez-vous au Fayet avec les guides, nous 4, et on a pris le train donc à ce moment-là pour monter au Nid d'Aigle, et ensuite on a été déposé et on a marché, on est monté 800 mètres pour atteindre le refuge de Tête-Rousse, qui était notre, pour y passer la nuit, notre premier objectif. Premier jour. Arrivé à Tête-Rousse. Donc 800 mètres de dénivelé. 800 mètres de dénivelé. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Les conditions étaient bonnes? Les conditions étaient bonnes, le lundi c'était parfait. Et c'était bon à manger à Tête-Rousse le soir? C'était très bien. Parfait. Très bien, rien à dire. Parfait. Donc ça c'était le premier jour. Vous avez dormi à Tête-Rousse? On a dormi à Tête-Rousse. Donc Tête-Rousse qui se trouve à peu près à 3157. Exactement, ouais. C'est ça, hein, 3157 mètres d'altitude. Et puis après le lendemain, alors comment ça s'est passé le jour 2? Alors le lendemain on s'est levé à 4 h, on est parti à 5 h. D'accord. À la frontale, mais c'était pleine lune, ça allait bien. Avec la neige c'était assez auto-éclairant en quelque sorte. Et on a quitté le refuge sur un pan de neige, un petit glacier, et pour atteindre ensuite le grand couloir. Ce grand couloir délicat. Le grand couloir, je te coupe JP, le grand couloir qu'on surnomme le couloir de la mort, hein, parce que y a beaucoup de chutes de pierres, et notamment ces dernières années, avec un petit peu le réchauffement climatique, là il y a tout qui part. Voilà, alors ce jour-là, à cette heure-là, ça se passe très très bien. Il n'y a aucune pierre qui décroche. C'était bien serré là. C'était bien tenu. Il y avait 2 couloirs d'écoulement, mais avec presque 1 mètre à passer d'hauteur. Mais tu avais de la neige là pour franchir le grand couloir. Beaucoup de neige. Parfait. Oui, alors donc quand on a traversé le grand couloir, ensuite c'est comme une via ferrata. On a des câbles et puis des difficultés. Enfin, ça monte raide jusqu'au on arrive à l'ancien refuge du Goûter. D'accord. On aboutit là, 3008. On fait une petite remontée de neige, on traverse et on arrive au nouveau, qui a 10 ans déjà, je crois, c'est pas plus, au nouveau refuge du Goûter, donc. Qui nous accueille, qui nous attend. Donc là, on a fait une petite pause, très courte, 10 minutes, et on est reparti assez rapidement. Est-ce que les guides étaient pressés? Est-ce qu'ils ne voulaient pas qu'on se refroidisse? Ouais, c'est peut-être pour ça, ouais. Voilà, le corps est chaud, on fait une petite pause. Bon, c'est vrai, quand on est à l'extérieur, moi je préconise 5 minutes de pause. Là, ils vous ont donné un petit peu plus parce que vous étiez à l'intérieur, vous étiez au couvert. On avait déjà fait 600 mètres de dénivelé. Il faut préciser une chose. Donc ils sont partis quand même du refuge de Tête-Rousse. Ouais. Donc ça veut dire que pour atteindre le sommet, vous avez 1700 mètres de dénivelé positif. Exactement. Donc c'est pas rien quoi. C'est pas comme si vous partiez du Goûter. Quand vous partez du Goûter, vous avez que 1000 mètres de dénivelé. Ouais. Donc là, vous avez quand même 700 mètres en plus. Hein. 700 mètres. Donc c'est pas rien. Hein. C'est pas anodin. C'est une belle course. Ouais. Et ensuite, donc voilà, on est reparti, crampons aux pieds, encordés, tout le long. Donc un guide devant, nous 2 derrière. C'était assez bouché le terrain ou C'était bien, c'était très bien. Bon, il faut préciser, tu l'as fait début juillet. Hein. Début juillet. Dès le départ, à passer le refuge, il y avait un petit pont de neige. D'accord. Mais on a eu très peu on n'a pas eu de problème. D'accord, pas de grosses difficultés. Pas de rimet à passer, sinon longer des belles crevasses, mais sur le côté. D'accord, ok. Mais parfait. Ça c'est plus haut ça. Et donc voilà, on commence à aller chercher le dôme du Goûter, donc une belle pente ascendante. Et là, il faut y aller tranquille. Alors c'est vrai qu'on avait un guide qui nous montait, qui accompagnait tout doucement, avec très lentement, régulièrement. Un rythme de métronome. Ah oui, parfaitement. Rien à reprocher à ce moment-là. Et voilà, il faut suivre, il faut monter. Les conditions météorologiques, tu ne nous en as pas parlé. Il y avait un peu de vent. Il y avait un petit peu de vent, moi je dirais 40 km/h, ils en avaient annoncé 60, 40. Tu sais à peu près la température de départ quand tu étais au refuge, non? Difficile à dire. En tout cas, on avait des petits gants pour monter cette via ferrata, j'appelle comme ça, et ça a suffi, on n'avait pas l'onglet. D'accord, ok. Ça allait. Donc c'était bien, bien. Vous étiez bien. Par contre, gros gants à partir du Goûter. Là. Ah, à partir du Goûter, oui, là on a quitté les petits gants parce qu'il faut quand même se tenir, accrocher les rochers, les barres, les câbles, tout ça. Et il faut quand même avoir des petits gants au départ. D'accord, ok. Mais c'était supportable.
mais il faisait pas très froid finalement. D'accord, et ensuite... Assez calme, pas de vent au départ. On a trouvé le vent après le goûter. Après le goûter. Ouais. Donc, tu as fait l'épaule du goûter, tu redescends sur l'altisurface, ouais. Et après tu arrives à Vallot. Plein soleil. Plein soleil, donc on a bu un coup là, juste après le dôme. D'accord. On était à l'abri. Et ensuite on voit au loin presque toute la longueur encore à faire. Ça paraît loin et près à la fois. Ouais, parce que ça calme un peu, c'est raide là à partir de maintenant. Ah, alors là quand on se rapproche, donc il y a un bon plat pour arriver sous le Vallot, sur le refuge Vallot. Ouais. Et puis une fois qu'on l'a passé, bah, ça continue. Avec les arêtes des bosses. Ça n'arrête pas de monter. Les rochers de... Les arêtes des bosses. Oui, mais avant, il y a les rochers... Ah, les rochers foudroyés là où je peux... Non. Non, comment ils s'appellent ces rochers? Aidez-nous, comment ils s'appellent ces rochers? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Si jamais vous avez le nom, mettez-nous-le en commentaire, ça serait cool, parce qu'on a zappé là. Voilà. Et puis, bon, voilà, tu te demandes si tu vas y arriver, parce qu'avec mon gendre, il y a le guide qui nous tire sans arrêt, parce qu'on a facilement l'envie d'abandonner. C'est une épreuve difficile, on a l'impression d'être au bout de sa vie. Et puis bon, voilà, avec la patience, pas question de s'arrêter, interdit de s'arrêter. Et puis on arrive finalement, on commence à voir là, ça s'adoucit, la pente s'adoucit légèrement. Et puis après on sent que c'est presque gagné. Et puis sur la fin, bah, ça finit un joli plat. Et puis c'est l'arrivée au sommet. C'est presque une autoroute à l'arrivée au sommet. L'arrivée au sommet, magnifique. Magnifique. Un panorama, quelques photos. Quelques photos, toujours du vent là-haut, toujours du vent, on a toujours connu ça. Et après, la descente, ça s'est bien passé? Et la descente, alors les guides ont été impressionnés parce que nous on est devant, donc les oui, bien sûr, les leaders passent derrière, donc les guides passent à l'arrière pour tenir les clients. Et puis on met la gomme parce que non seulement le guide est pressé, puis on est tous impatients de rentrer, on a encore étonnamment des jambes pour redescendre. Ouais, le corps humain va très très loin. Ah ouais, c'est impressionnant parce que j'étais court, encordé à mon gendre, et j'avais l'impression de le tirer, quoi, de le faire tomber, tu vois, parce que ça descendait assez fort. D'ailleurs, ton gendre en garde un très bon souvenir? Ouais, je pense. Il n'a pas trop souffert, ça va? Lui, il a un peu souffert, mais ça a été, quoi. Donc il récupère tranquille là? Il récupère. Il a repris le travail dès c'est bien. 2 jours après, enfin, le temps de redescendre, et le lendemain, il était déjà au travail. Ah bah nickel. Bon bah ça s'est bien passé alors? Ça s'est très bien passé. Ensuite, retour au nid d'Aigle? Retour au goûter d'abord? Au goûter. D'accord. Au goûter, on a couché là. Ah, vous avez pour repasser le couloir de nuit. De nuit, d'accord. Enfin, le matin, quoi. Donc vous avez passé 2 nuits. Une nuit à Tête-Rousse. Une nuit à Tête-Rousse. Et une nuit au goûter au retour, parce que les guides, je pense, voulaient passer le matin très tôt, histoire que le grand couloir soit serré. Il semblerait que les guides ont obligation de traverser ce couloir le matin. D'accord, ok, j'ai bien compris. Pour la sécurité. Ouais, c'est important. Donc en fait, 2 nuits là-haut, ah bah ouais, donc c'était en mode cool, c'était bien. C'est cool, c'est bien, c'est bien. Ouais, je pense pas qu'on aurait pu descendre jusqu'au nid d'Aigle l'après-midi, parce que pour attraper le train de 16h, ça fait un peu juste, je crois qu'on n'y arrivait pas. Ça fait un peu juste. 11h30 au sommet, il y a encore une belle descente. Donc, le 3e jour. 3e jour. 3e jour. Vous faites goûter. On se lève à 7h du matin. D'accord. Donc déjeuner et puis direct. Crampons, pour descendre. Pour descendre la face en dessous du refuge qui est assez sur le dôme vertical, on peut dire. Tout à fait. C'est de l'escalade de 2, 3. Genre Via Ferrata un petit peu avec des câbles, mais pas de longe, encordé. D'accord. Crampons aux pieds parce que ça avait plâtré. Donc plâtré, pour ceux qui ne savent pas, il a neigé un petit peu la nuit, puis la neige a collé un petit peu sur les rochers. C'est ce qu'on appelle plâtré. On est en dessous de 3008, donc voilà. Donc vous arrivez, vous traversez le grand couloir, donc là il était bien serré, ça tenait bien. Parfaitement bien. Vous arrivez à Tête-Rousse, faites une pause à Tête-Rousse? Même pas de pause à Tête-Rousse? Pas de pause à Tête-Rousse. On passez directement vers la baraque des Rognes. On a quitté à la cabane au niveau de Tête-Rousse, on a quitté crampons, casque. D'accord. Il faut rappeler qu'il faut le casque pour descendre. Tout à fait, parce qu'il y a plein de chutes de pierre. Plein de chutes de pierre encore dans cette descente entre le goûter et Tête-Rousse. Donc là, vous descendez jusqu'au nid d'Aigle. Jusqu'au nid d'Aigle. Au nid d'Aigle. Et
on a continué encore 250 mètres parce que... pour attraper le train, pour avoir le bon train. Parce que sinon, il fallait attendre au moins 2 heures pour avoir le train qui partait du Nideg. Ouais, parce qu'en fait, il le décalait un petit peu. Il décale il décale un petit peu. Donc, on a encore marché 250 mètres. Bon, c'est quand même le train de 11 heures. C'est quand même sympa parce qu'il y a quand même le petit train qui vous ramène après au Fayet. Donc, ça fait quand même un bon dénivelé d'économie. C'est le bonheur quand tu arrives au train parce que tu oublies tout, quoi. Eh ben, c'est vraiment une belle ascension. Encore bravo, Jean-Pierre, parce que je précise. Tu as quand même 75 balais, tu fais quand même un peu de sport, hein. Tu fais quelques footings quand même un petit peu, tu continues de courir un peu? J'avais fait du footing là, à la boule. D'accord. Avant de partir, avant l'entraînement, j'avais couru un peu. Tu as un bel exemple, hein, pour ceux qui nous regardent, parce que franchement, voilà, 75 ans, on peut encore faire de l'alpinisme et tu n'as pas fini. Hein. Il y a encore d'autres projets, tes futurs projets là. Est-ce que tu peux nous balancer un futur projet l'année prochaine ou je sais pas quand? Non, je pense que... Bon, il veut garder ça secret, j'ai bien compris. Hein. J'ai bien compris, il veut garder ça secret. Ok, pas de problème. C'est l'aventure. Hein. Non, mais bon, ne dis rien. C'est vrai que JP, des fois, c'est 2-3 mois avant, bing. Voilà. Mais c'est sympa. Bah écoute, moi, franchement, j'ai vraiment été content de te recevoir, Jean-Pierre. Et puis, je pense que, voilà, pour les personnes qui nous regardent, vous avez une personne différente parce qu'on avait eu l'interview de Philippe, je ne sais pas si vous vous souvenez, notre ami belge, voilà, qui était venu spécialement de Belgique pour réaliser sa course. Là, on a un autre exemple et moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait voir qu'en fait, dans le futur, on pourra encore, hein, en s'entretenant un petit peu, continuer un petit peu l'Alpi. C'est vraiment sympa. Moi, je voudrais en tout cas dire un dernier mot. Oui. Je voulais remercier Siméon parce que grâce à lui, je pense qu'il a été très important en formation pour me permettre de faire ce que je peux faire. Je suis vraiment content. C'est vraiment un exemple parce que, voilà, je ne vais pas revenir sur ton âge encore une fois, mais il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre. Quand est-ce que tu t'es mis à la montagne, JP? Ah, moi, j'avais un peu plus de 50 ans. Un peu plus de 50 ans, il s'est mis à la montagne. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge. On peut apprendre à tout âge. Tu justifies, hein? Ah, c'est confirmé. Voilà, donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas trop jeune, vous n'êtes pas... voilà, il ne faut pas se trouver des excuses, en fait, on peut apprendre vraiment à tout âge. C'est vraiment voilà, comme retour d'expérience, vraiment très sympa. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos abonnés, en fait, s'ils veulent tenter un Mont Blanc, comment est-ce qu'ils peuvent se préparer? Peut-être pas comme toi, parce que hein, faire une semaine de vacances à la Baule et puis après attaquer le Mont Blanc, peut-être pas, non? L'avantage, c'est de... c'est vrai, mais l'avantage, c'est d'habiter dans cette région et ça permet bien facilement de... Ouais, c'est vrai que là, quand on veut s'entraîner, on a juste à... C'est vrai, on n'est pas très loin des montagnes. Le dénivelé, on peut le faire. Dormir en altitude, on peut faire pour s'acclimater. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un avantage. Ouais. Mais je pense qu'il faut être régulier. Il faut être régulier. Il faut vraiment tout le temps. Faut pas s'arrêter. Bouger. Faut jamais s'arrêter parce que voilà. Je pourrais pas donner de beaux conseils. 5 minutes de pause et on y va. On va peut-être couper ça. Il sait de quoi je parle. Bon, bah écoute, c'est vraiment sympathique. J'espère que cette petite interview avec Jean-Pierre vous a plu. Ça vous a donné un petit retour, comment dire, de son expérience à lui personnelle. Comme ça, vous pouvez tirer quelques astuces de son ascension et de sa préparation. Et ça vous donnera quelques idées. Et puis, encore une fois, j'ai été super content de t'avoir aujourd'hui et encore bravo pour ton ascension. Oh, merci. Eh bien, écoutez, on vous laisse. On vous souhaite des bonnes courses encore. Hein, l'été n'est pas fini. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Arvipa. Arvipa.